Bonjour tous, bienvenue dans Horizon Teahupo'o, un podcast consacré au surf et plus particulièrement à Teahupo'o. En effet, dans quelques semaines, nous aurons le privilège d'accueillir l'épreuve de surf des Jeux Olympiques, l'occasion pour nous de revenir sur l'histoire de ce sport en Polynésie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Christophe Shigetomi, plutôt connu pour ses travaux historiques sur les tamaris volontaires et les poilus tahitiens, mais qui s'est aussi intéressé à l'histoire du surf du Horué. Jean-Christophe, Yorana. Oui, Yorana. Alors, justement, ma première question, Jean-Christophe, comment est-ce qu'on passe des tamaris volontaires au Horué? Bien, tout simplement parce que j'ai d'abord été un membre actif de la fédération. Et le président de la fédération de l'époque, là, Patrick Juventin, m'a harcelé pendant 20 ans pour que j'écrive l'histoire du surf tahitien. Et donc j'avais d'autres chantiers qui étaient plus des chantiers historiques. J'ai commencé par cela. Et puis après, pour le Horué, j'ai appliqué exactement la même méthode que j'avais appliquée dans mes autres chantiers de recherche. C'est-à-dire de pouvoir raconter notre histoire, et notamment la petite histoire du surf, retranscrite dans la grande histoire du surf. Alors justement, d'où vient ton intérêt original pour le surf? D'abord, je suis toujours un surfeur. Hein. Tu surfes toujours? Oui, je surfe toujours. Voilà, j'ai 64 ans, mais là, je sors de l'eau. Là. Ce matin, j'étais à l'eau. Physiquement, je le peux. Donc, je continue. Hein. Pour moi, c'est une activité à la fois, je dirais, physique, mais c'est aussi presque une activité spirituelle, parce que la mer, c'est très important pour nous. On est des waterman. La communion avec la mer, ça nettoie. Hein. C'est l'élément dans lequel on aime être. Donc moi j'ai la possibilité j'ai pas trop de séquelles physiques, et donc j'ai la possibilité de pouvoir surfer, pas pendant non plus des heures, mais bon, je surfe 2 heures, 2 heures et demie, c'est ce qui est encore pas mal. Et je voyage aussi, là je vais partir en mai prochain au San Salvador pour surfer. L'année dernière, j'étais à Bali. Voilà, donc, tu as commencé quand tu étais tout jeune? Sur quel alors, spot? En fait, comment j'ai commencé le surf? Au départ, moi, j'appartenais plutôt à une famille de pêcheurs. Donc, j'étais plutôt un pêcheur sous-marin. Mais à l'école, dans ma classe, en fait, il n'y avait que des surfeurs. Hein, et des grands surfeurs. Hein. Donc moi j'étais à l'école avec des gens comme Georges Remoissenet, avec Maxi Ciocheski, on peut même le citer, hein, Jean-Pascal Courreau, il surfait avec nous et tout, et d'autres. Et en fait quand on est dans ce groupe-là, le surf devient aussi rapidement à l'époque identitaire. On n'est pas dans la danse, on n'est pas dans le tatouage encore à cette époque-là. Hein. Le surf devient très identitaire. C'est-à-dire, en fait, faire du surf, c'est une marque, je dirais, polynésienne. C'est une marque polynésienne, ça veut dire qu'on appartient au peuple. En fait, à l'époque, on n'était pas encore dans cet état d'esprit. Mais si tu veux, le fait d'être surfeur, on était déjà des marginaux, par rapport aux autres. Dans notre façon d'être, on avait les cheveux longs, ils étaient décolorés par le soleil, on avait des boucles d'oreilles, on était habillés, je dirais, avec que des fringues de surf, hein, Hang-Ten, tout ça et tout, on était pieds nus. C'est le surfing way of life? Ouais, c'était un peu, oui, c'était surfing way of life, très importé, je dirais, on se calait un peu surtout sur Hawaï, pas trop la Californie, parce qu'on n'avait pas trop de rapport avec ces gens-là à l'époque, et tout, mais surtout Hawaï, pour nous c'était la Mecque et tout. Et eh bien, c'était pour nous identitaire parce que, bon, c'était le surf, mais c'était pas le surf hawaïen, c'est le surf tahitien, quoi. Donc c'était, voilà, et moi, quand je suis parti faire mes études en France, en fait, le surf ne s'est pas du tout développé. Et moi, j'arrive avec mon look surfeur, etc. et tout, et puis toutes les fringues qu'on portait, on portait toutes les marques de surf connues, répertoriées et tout, et je voyais bien qu'en France, ils ne connaissaient pas encore, il n'y avait pas eu encore, sauf bien sûr sur la côte basque,
hein, mais Bayonne, dans ces coins-là. ouais, en fait, sur la côte basque, les Landes, ils connaissaient, Ouais. bien sûr, ils étaient surfeurs et tout. Mais je veux te dire que, par exemple, à Saint-Tropez, ou je dirais, ou sur la côte d'Azur, c'était pas tendance, hein, voilà. Donc, en fait, comment j'ai commencé le surf? Eh ben, c'est tout simplement en suivant les copains, quoi. Tu vois. Mais c'est que autour de moi, c'était des surfeurs chevronnés, quoi. Hein, Georges Remoissenet, il faisait déjà de la compète. Je me demande s'il n'avait pas déjà été champion de France, ou ce genre de choses et tout. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et la première vague que j'ai prise, hein, tu m'as demandé où j'ai commencé à surfer. Et ben, en fait, la première vague que j'ai prise, je l'ai prise dans la passe de Faré à Wahine. Parce qu'ils avaient pris le Temehani ou le Toporo, là, toute la bande de la Pointe des Pêcheurs. Ils étaient venus camper donc à côté de l'ancien, ce qu'on appelait le cimetière des missionnaires, là, qui était à côté de l'ancien Balihai, là, et tout. Et mon père, il m'avait emmené avec ma sœur, donc on était en train de passer les fêtes de Noël et du Nouvel An là-bas, on avait loué une maison. Et ben, j'ai mes copains qui étaient là, ok. Et au bout d'un moment, carrément, toute la bande, elle est partie habiter chez moi. Je crois qu'on louait la maison de la famille Lemaire et tout. Et donc j'étais avec eux et j'ai récupéré donc une des planches du fils Flore, hein, voilà. Et je suivais le petit groupe. Et moi, je savais pas surfer, quoi, hein, mais je les voyais faire, j'essayais et tout. Et quand on est allé à Fiti, en fait, on est en pleine houle de nord et la vague de Fiti en houle de nord, elle n'est pas violente. Ok. Et en fait, ils m'ont poussé. Et c'est comme ça que tu as pris ta Ben, c'est première comme vague. ça que j'ai pris ma première vague. Et dès que je suis revenu à Tahiti, ben, mon objectif, ça a été, de récupérer une planche. Et après, ben, voilà, c'était parti. Hein. Alors, Terminé. justement, tu as parlé de tes recherches sur le surf. Comment tu as mené tes recherches? Sur quelles archives tu t'es basé? Alors, d'abord, quand on écrit un livre ou qu'on s'engage dans un chantier de mémoire, le livre n'est qu'un des outils. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à acquérir et je dirais, à amasser tout un ensemble de documentation qui soit d'ordre littéraire, archivistique ou iconographique. L'avantage que j'avais, c'est que j'avais déjà écrit 6 livres. Donc, j'avais la méthode. Hein. Donc, c'est pour ça que je pouvais aller très, très vite et tout. Et puis, en termes de ressources, il n'y en a pas énormément. Il y a premièrement les archives des clubs, les archives de la Fédération tahitienne de surf, hein. Et puis après, il y a bien sûr les témoignages individuels, les fonds familiaux. Donc c'est ce travail-là, il faut collecter tout ça pour pouvoir avoir une photographie, je dirais, de l'histoire du surf tahitien. Ensuite, il faut voir si on peut acquérir d'autres ressources. Et là, il faut aller frapper à la porte à l'extérieur. Hein. Bon, il y a beaucoup de surfeurs français qui sont venus surfer ici, etc., ou tiers et tout, qui ont appartenu à la fédération française de surf. Donc, on communique. L'avantage que l'on a maintenant, c'est qu'on a les réseaux sociaux. Ça va très, très vite. Hein. On n'est plus dans les coups de téléphone, les fax et tout. Là, c'est quasiment, on est en visio, quoi. Hein, voilà, toi. Et eux avaient aussi beaucoup de choses à raconter. Hein. Toi, par exemple, quand j'étais à Bali, je suis allé à Bali l'année dernière, je suis allé pendant 3 semaines où j'ai surfé, eh ben, il y a des vieux surfeurs français qui sont là-bas. Jean-Louis Bianco, hein, qui était un surfeur français renommé, il vit à Bali. Donc, je le retrouve à Bali. Bon, il ne surfe plus parce qu'il est plus d'un âge à aller à l'eau et tout. Par contre, il offre des témoignages très intéressants. Et notamment, j'ai eu la vision française. Les Français, quand ils voient arriver la première fois un Team Tahiti en 71 pour participer au championnat de France. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous éclairer tout de suite sur l'origine du Horué en Polynésie, dans les triangles polynésiens? Alors, la démarche qui a été un petit peu la mienne, hein, c'est de dire que rien n'est hasard.
c'est vrai que j'avais commencé mes travaux avant l'annonce des Jeux Olympiques, puisque c'était, je dirais, planifié. J'avais dit à Patrick, ok, j'avais commencé à récupérer des trucs, etc. J'ai bien fait, parce qu'en fait, le temps joue. On a aussi maintenant beaucoup perdu de nos témoins. Hein. Donc, heureusement qu'à cette époque-là, je les ai déjà interviewés, récupéré beaucoup de choses, parce que le temps qui passe. Bien. Donc, si tu veux, la méthode, elle a été d'abord de voir ce que l'on avait. Et pour répondre à ta question sur l'origine donc du surf, en fait, on se rend vite compte, parce que il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est un exercice que j'ai fait en parallèle avec d'autres chercheurs qui avaient travaillé sur le sujet. C'est de se dire, mais quelle est la littérature qui existe actuellement sur le surf? Et comme moi je suis un homme, je dirais, d'archives, eh bien en fait je me suis rendu compte que l'on avait écrit énormément en termes de témoignages. Hein, les gens qui sont venus ici, et pas ceux que l'on connaît usuellement, là, qu'on use. Non, il y a énormément de gens qui ont écrit, qui ont été des observateurs privilégiés de la pratique du surf. Okay, et donc ça veut dire que là, il y a un autre aspect, qui fait que, tu as une approche en termes de méthode qui est vraiment celle de l'historien. Alors, Jean-Christophe, d'après toi, quand a été faite la première observation du surf par un occidental? Le 28 mai 1769, Joseph Banks. Joseph Banks est un botaniste, qui vient avec le capitaine Cook à bord de l'Endeavour et ils viennent pour regarder le passage de l'étoile Vénus. Ils vont rester 3 mois à la pointe Vénus. C'est la raison pour laquelle ils vont lui donner le nom de Vénus. Voilà. Et là, on est en période, on est en mai. Donc, si on se base sur ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est que le régime des houles à Tahiti, il se divise en 2 périodes. Il y a la période nord et la période donc sud. En étant à la pointe Vénus en mai, il n'y a pas de vagues au nord. Donc, ils ne peuvent pas avoir vu là-bas, du côté de l'est, des gens surfer. Et donc, le botaniste Joseph Banks avec le capitaine Cook, ils vont donc armer ce qu'on appelle une espinasse, qui est une espèce de petite embarcation qui dispose d'une voile, et ils décident de faire le tour de l'île. Mais ils partent vers l'ouest. Pourquoi ils partent vers l'ouest? Parce qu'en fait, ils sont arrivés de l'est. On arrivait toujours par l'est. Mehetia, Tautira, et on finissait, tous ceux qui les avaient précédés, que ce soit Wallis ou que ce soit Bougainville, sont arrivés par l'est. Donc, ils ne connaissent pas l'ouest. Et ils décident de partir, vers l'ouest. Et là, ils vont faire le tour de l'île. Et je pense que lors d'un de leurs premiers arrêts, parce qu'on a du mal à situer le site, hein, on sait que c'est à l'ouest, ok, mais où il va décrire, cette première observation du surf. Alors, il faut savoir que ce sont des marins, même si ce sont des marins, hein, ce n'est pas le cas de Joseph Banks, en fait, c'est des gens qui ont peur de l'eau. Ils ne savent pas nager. Hein? Et certainement, il y a une grosse houle de sud. Et là, qu'est-ce qu'ils voient dans tous ces vagues qui cassent au bord? Ils voient des gars dedans en train de glisser. Ils pensent que c'est des espèces de proues, de vieilles pirogues. Parce qu'à l'époque, les pirogues donc, de Polynésie orientale, ils ont une avancée devant, hein, pour un promontoire, et qui est plat. Donc ils pensent qu'en fait, ils sont allongés sur ces espèces de planches de pirogues. Non, en fait... Ce sont Donc c'est la première observation du surf par un occidental. Un occidental. Est-ce qu'il y a eu d'autres observations Alors après, d'année en année, ça va se succéder. Après Joseph Banks, si tu veux, il va y avoir notamment la Bounty qui va venir, 10 ans plus tard et tout, et qui va stationner. On sait pourquoi elle stationne, hein, parce qu'ils attendent de récolter. Donc il reste quand même pas mal de temps sur Tahiti, le temps de récupérer tous les plants d'arbres à pain, hein, c'est pas arrivé comme ça, ok. Donc ils ont le temps de voir aussi. Là par contre, quand ils stationnent, ils sont en houle de nord, donc en fait les vagues, ils les voient là-bas, hein, ok. Et donc tu as le quartier maître James Morrison qui lui donc va écrire dans son livre, si tu veux, ce qu'il voit. Mais là, il n'emploie pas le mot horue. Lui, il emploie le mot fa'ahe.
hein. Et là, par contre, il donne beaucoup d'informations, quelques informations supplémentaires. C'est qu'il dit que effectivement, les chefs sont doués. Hein. Donc, on sent que peut-être que c'est un sport réservé à une élite. À une élite. Il le dit. Et il dit que dans ces élites, en fait, celles qui sont vraiment les plus douées sont les femmes. Et il va jusqu'à citer la femme de Pomaré Ier, Itea, qui excelle dans l'art de la glisse. Voilà, c'est ce genre d'éléments que l'on a. Donc Après, on peut dire qu'à l'époque de nos ancêtres, dans les années 1760, les femmes surfaient beaucoup. C'était une pratique qui était mixte. Ben, en fait, si on compare avec les îles Hawaï, hein, parce que les îles Hawaï, le surf, il est sacralisé, il est presque déifié et tout. On sait qu'il était réservé à des élites. Hein. On a beaucoup d'éléments là-dessus. On sait que quand ils construisaient une planche, ils allaient voir un prêtre, elle était bénie, on choisissait un bois donné, il y avait des shapers, hein, on peut appeler ça comme ça et tout, qui étaient plus renommés que d'autres, etc. et tout. Et que surtout, on était dans le système tapu. Hein? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des sites où il y avait des vagues, où c'était interdit de surfer si on n'appartenait pas à l'aristocratie. Moi, personnellement, je pense que ce système a existé en Polynésie. Okay? Mais c'est comme tout. Une fois qu'on l'exporte, si tu veux, il peut se perdre. Hein? Je donne l'exemple. Les Français qui sont partis au Canada, ils ont emmené leurs Français. Quoi. Okay? Tu retournes en France, okay? Ben, c'est pas le même Français. D'accord ? Les navigateurs qui sont partis de Tapu Tapu Otea ou je ne sais où, là, qui sont allés vers Hawaï, ils ont amené le surf. Mais là-bas, ils l'ont codifié. Mais il était peut-être déjà codifié à la base. Mais ce qu'ils ont laissé derrière, après, c'est estompé. Et quand arrivent nos premiers... Quand c'est l'heure du contact, hein, okay, c'est comme ça qu'il faut dire, c'est le contact. Hein. On ne peut pas dire les découvreurs, parce qu'en fait... Contact avec les Occidentaux. Ouais, enfin voilà, parce qu'en fait, on ne sait pas qui découvre qui. Hein, on ne peut pas dire les découvreurs. Donc, le premier contact, ok, les Tahitiens découvrent les gars, et les autres, ils découvrent les Tahitiens. Donc, ils se découvrent tous les deux. Hein, et tout. Lors du premier contact, peut-être que déjà, il y a eu une évolution très sensible, et que peut-être que même le surf s'est démocratisé. Tu vois, il y a beaucoup d'enfants qui le font. Donc, pour poursuivre, si tu veux, dans ce que tu m'indiquais, là, après James Morrison, en fait, il y en a beaucoup d'autres hein, qui vont raconter. Hein. Il va y avoir, par exemple, Wilson, hein, c'est le commandant du Duff. C'est celui qui débarque, les missionnaires de la London Missionary Society, qui viennent évangéliser. Ben, il les voit surfer, il raconte. Après, il y a une myriade de gens, que ce soit, je dirais, des missionnaires qui vont aller dans les îles, qui vont voir les gars surfer dans les passes. Est-ce qu'on sait aujourd'hui la place qu'avait le Holloway à cette époque chez les Polynésiens? Alors, le problème, c'est que quand on est un historien, si tu veux, on travaille sur des ressources écrites. S'il n'y a pas de ressources écrites, donc on est après dans la transmission. Après, la transmission, il y a des choses intéressantes. Moi, donc, quand on me pose la question, quelle était sa place, le problème, c'est qu'on n'a pas de traces écrites. Donc, on peut dire ce que l'on veut sur le sujet. Hein. Et moi, ce que je dis, c'est je ne fais que relater ce qu'on dit, certaines personnes, et ce qu'ils ont écrit. Parce que ça, c'est une source fiable. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que le surf est né ici à Tahiti, en Polynésie française En fait, pour moi, le surf, il est né en Polynésie orientale. C'est-à-dire qu'il est né dans toute la Polynésie orientale. C'est-à-dire précise. Eh ben, c'est-à-dire les Samoa, les Fidji, Niue, c'est tout l'élément micronésien, etc. Et tout. Et en fait, on peut le démontrer en ayant une approche linguistique, hein, historique. Car, donc moi je me suis rapproché du département des langues de l'Université du Pacifique, qui est notamment conduite par Jacques Vernodon, et on a eu l'occasion ensemble de se pencher sur l'origine étymologique du mot. Sur l'étymologie du mot. Okay. Et donc, ce que j'en ai retenu, d'abord, premièrement, c'est qu'il y aurait 5000 langues aujourd'hui en Polynésie orientale.
5000 langues, dont 500 qui sont qui relèvent directement de ce qui s'appelle le proto-polynésien. Et quand on fait l'étymologie de certains mots qui existent dans ces langues, on se rend compte que chacun de ces peuples a déjà désigné par un mot précis la planche. Papa. Okay, il ne l'appelle pas comme ça, il a dit bawa, hein, papa. Donc en fait, nous après on va dire papa fahe, toi, etc. et tout. Mais on se rend compte que en fait chacun de ces peuples connaît la glisse et pour pouvoir glisser, ils utilisent une planche et ils ont le mot. D'accord ? Ensuite, si on rentre dans le... Alors bon, je ne vais pas me substituer à Jacques Vernaudon qui est un linguiste, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en fait, chaque île a un mot pour désigner Fa'ahe'e, l'équivalent de Fa'ahe'e en tahitien. Eux, c'est Fa'aheke, les Maoris, c'est Wakaheke. Bon, je ne suis pas sûr parce que j'ai un peu oublié, mais ça veut dire qu'en fait, dans cette Polynésie orientale, qui est indirectement la source, hein, eh bien, le surf est connu. Il n'est pas propre, je dirais, à Tahiti. C'est tout le bassin, je dirais, de la Polynésie orientale qui est concerné. Et, par contre, ils ont un mot qui s'appelle Ho'orua. Hein, ça, c'est en proto-polynésien. Ho'orua qui va donner Horué en tahitien, qui va donner Horua en maori et Olua en hawaïen. Et la première définition qui va être donnée du mot Horué, hein, qui en fait, elle est donnée par Davis dans son dictionnaire, donc premier dictionnaire tahitien. Et pour lui, dans Horué, action de glisser sur les pentes des montagnes ou dans la mer sur une vague. C'est-à-dire qu'en fait, le mot Horué ne concerne pas que la glisse sur la mer, mais toute glisse, même comme terrestre. Comme à Rapa Nui sur le volcan, comme aux îles Hawaï sur leur volcan, et au niveau même, je dirais, des Maoris, on pense, parce qu'ils ont des mots pour, c'est qu'eux, ils arrivent dans un environnement où il y a de la neige et tout, et on pense qu'ils inventent indirectement un système de glisse sur des luges ou quelque chose qui y ressemble. Hein. Je ne veux pas dire qu'ils ont inventé le snowboard, mais presque. Hein, tu vois. Donc en fait, c'est très commun, si tu veux, à la Polynésie orientale. Donc il est très difficile de dire qu'en fait c'est né à Tahiti. Non, en fait c'est le Horué, c'est un élément culturel inhérent à toute la Polynésie orientale. Est-ce que les Polynésiens, entre les premières observations et l'émergence du surf moderne, est-ce qu'ils ont continué à surfer ou ça s'est estompé, le poids de la religion? Alors ça c'est un débat que je contredis. Ok. Parce qu'on laisse entendre que, on surfait et puis subitement on arrête de surfer à cause, je dirais, des interdits religieux. Bien. En fait, quand tu analyses le Code Pomare, ou les extensions du Code Pomare, notamment aux îles Sullivan, à Wahine, à aucun moment ils interdisent la pratique du surf. Ils ne font pas cette mention. La seule chose qui est importante, je crois, c'est l'article 7 du Code Pomare et ses accessoires au niveau des îles Sullivan, c'est qu'ils imposent le respect du sabbat. Okay. Il faut aller, comment dire, à la messe. Okay. Et le samedi, hein, c'est la préparation du Ma'a. Okay. Donc, il est interdit, si tu veux, d'aller faire autre chose que de se préparer au culte. Mais tu penses bien qu'il y en a certains qui ont dû, je dirais... Et la sanction n'était pas sévère. Parce que, par exemple, dans le code de Wahine, ils expliquent que quand tu étais un contrevenant, en fait, on te mettait au bord de la route à casser des cailloux et à faire une espèce de petit chantier et tout. Bon, sentier. Il n'empêche que les autres témoignages que l'on a, hein, je crois sous réserve, ça doit être 1800, je ne sais plus, les années... fin des années 1800, on a William Ellis, qui lui connaît Hawaï, il arrive à Wahine et en fait, il voit les gars surfer dans la passe de Whare. Okay. Et à aucun moment, il ne fait un commentaire disant qu'on brave une interdiction.
Au contraire, il encourage, puisqu'il dit qu'il connaît Hawaï, il dit même que les Tahitiens, enfin les Iliens de Wainé sont meilleurs que les Hawaïens. Il le dit, c'est pas moi qui le dis, il les a vus. Donc, et il dit, ils sont comme des poissons dans l'eau, ils sont meilleurs. Et là, il voit quand même, ici, il y a une population de presque une 50aine de personnes qui sont à l'eau et qui surfent. Et là, il fait aucun commentaire en disant, on a bravé l'interdit. Alors, effectivement, les religieux, c'était quoi leur leitmotiv? Leur leitmotiv, c'était, si tu veux, c'est que, d'abord, c'est le sabbat, mais ensuite, c'était la nudité. Hein, ça, effectivement, ça pouvait être un critère. Et surtout aussi, peut-être que le surf, il était, si tu veux, synonyme de oisiveté. Et ils sont contre l'oisiveté. C'est-à-dire, tu ne travailles pas, tu vas surfer et tout. Bon, pour la nudité, à mon avis, quand on va commencer à se rapprocher de notre ère, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, tu l'as peut-être vu toi aussi, qu'on allait dans les districts, les filles, elles se baignaient en robe. Elles n'étaient jamais nues. Elles allaient à l'eau habillées. Ça ne veut pas dire que quand elles sortaient, que ça leur collait au corps, c'était pas un peu, c'était pas plus sexy, toi et tout. Donc en fait, ma position, c'est de dire, en fait, il y a des auteurs qui disent qu'il n'y a pas de surf à Tahiti. Il s'est estompé à cause des religieux. Et tu as toute une autre myriade d'auteurs qui disent le contraire. Okay, et notamment des gens qui vont arriver de l'extérieur, qui vont aller à Papara. Hein, et qui vont être reçus par le chef Tati. Il y en a un qui est donc notamment embauché par le chef Tati pour qu'il devienne le précepteur de ses enfants. Et lui, il témoigne, il dit, les gars, ils surfent là. Il les voit surfer. Okay, et là même la reine Marou, Taro Marou, écrit dans ses mémoires et dit, Papara est un haut lieu du surf, il y avait toujours plein de gens qui surfaient. Alors Jean-Christophe, on va avancer. Hawaï a eu un rôle considérable dans la propagation du surf dans le monde moderne, avec notamment le surf Duke Kahanamoku, champion olympique de natation, qui a popularisé la discipline aux États-Unis. Alors comment ça s'est passé, cette expansion du surf dans ces années-là? C'était, si tu veux, d'abord au niveau de Hawaï, ce sont des watermen. Okay, ils font de la pirogue ou ils font du surf. Hein, voilà, où ce sont d'excellents nageurs. Donc en fait, le surf, il a eu à un moment aussi, si tu veux, une évolution qui a été un peu similaire à celle que l'on veut donner à Tahiti. C'est qu'on dit que les Hawaïens ne surfent plus. L'impact, comment dire, des religieux, mais surtout parce qu'ils se détournent vers d'autres activités. Notamment, il y a un auteur qui s'appelle Le Marié, qui a beaucoup travaillé sur le surf hawaïen, et il explique que les Hawaïens découvrent le cheval, et en fait c'est à travers le cheval que ils vont continuer indirectement la vitesse et tout, et ils délaissent le surf. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des marginaux qui continuent à surfer, et notamment les Beach Boys avec donc Duke Kahanamoku et tout, qui surfent sur leurs planches et tout, et qui vont indirectement le démocratiser. Alors, et en Polynésie, comment s'est propagé le surf moderne? Alors, quand on entend le surf moderne, c'est-à-dire que l'on va surfer avec des planches, si tu veux, qui ne sont pas des planches en bois rudimentaires que l'on connaît. Hein. On n'est pas dans le irifahe. Hein, okay. Mais en fait, à Tahiti, on continuait à surfer, hein, fa'ahitino avec le corps ou irifahe avec la planche. On est d'accord, ok. Et ça n'a jamais arrêté. Parce que moi, la première photo que j'ai trouvée sur le surf, enfin où on voit des gens surfer, elle date de 1941. À Haroué, où l'on voit des missionnaires donc, américains qui glissent dans les rouleaux de Haroué. Et ils se sont fait prendre en photo. Donc ça veut dire que ça se poursuivait. Hein, okay. Donc, si tu veux, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir se lancer dans le surf moderne parce qu'il manque l'outil, il manque la planche. Hein. Quand je dis la planche, c'est des 14 pieds, hein, c'est des longboards, hein, c'est des trucs immenses. Hein, toi. Il n'y a pas de leash. Okay, et une seule grande dérive en bois, d'accord. Et ils ont vu des films, ils ont vu les gars surfer, si tu veux, à Hawaï. Mais comme ils n'ont pas la planche, ils copient. Donc c'est avec les contreplaqués, ils font eux-mêmes, comment dire, leur propre planche. Ils commencent à poser même des dérives, ils commencent à arriver à monter dessus, etc. Et tout. Les premières planches, à mon avis, elles arrivent avec les yachtmen. Il y a des gens qui touchent nos îles, ok, et qui ont obligatoirement une planche. Hein, avant même le grand boom. Hein.
on pense qu'il y a d'autres gens, il y a des gens qui sont venus, hein, par exemple mon copain Aymata Carroll, hein, dont le père est américain et il venait de Newport Beach, m'a confirmé que quand son père vient, il est en bateau, il y a une planche de surf à bord et qu'il surfe les vagues. Okay, il surfe les vagues qu'il rencontre. En fait, l'élément déclencheur, c'est, si tu veux, c'est Endless Summer. Endless Summer, donc le fameux film avec les deux surfeurs qui parcourent le monde à la recherche de toutes les vagues mythiques. C'est dans les années 60. C'est dans les années, début des années 60, je crois sous réserve, c'est 64, hein, sous mémoire, hein, pour être bien précis. Et en fait, ils arrivent à la période où les vagues elles sont sur la côte est. Et ils vont à Aroué. Okay, et ils surfent, et ils se font filmer, hein. Il y a le fameux film, on les voit, les images, hein, et tout, et donc ils voient les petits gamins, si tu veux, qui surfent, et là ils leur prêtent leur planche, et c'est pour la première fois, ils glissent, donc sur une vraie planche de surf, type moderne, et tout. Attention, hein, les longboards, hein, c'est des trucs immenses, hein, ok, c'est pas les planches qu'on connaît aujourd'hui. Et alors, donc, immédiatement, tous ces petits jeunes, ils vont avoir pour obsession, si tu veux, de savoir comment pouvoir récupérer une planche. Et le surf moderne, en fait, la paternité du surf moderne, alors bien sûr, il y a plein de gens qui disent c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bon. Moi, je pense qu'en fait, le surf moderne, il est né à Aroué. Hein. Il est né à Aroué dans un cercle familial donné. On est chez le Boucher, on est chez les Davio, les Paufai, etc. Donc, c'est ce petit groupe d'amis, etc. Et tout. Et parmi eux, il y a Henere Luca. Henere Luca, donc, va aller aux États-Unis pour des raisons familiales. Son père, donc, l'a emmené là-bas et tout. Et c'est là-bas qu'il va apprendre à surfer. Mais quand il revient, si tu veux, donc, à Tahiti, d'après son témoignage, eh bien, il avait une parente qui avait hérité d'une planche de surf d'un gars qui était passé, et donc c'est le premier trophée qu'ils vont récupérer. Ils vont avoir une première planche. Et c'est avec cette première planche qu'ils font passe-passe les uns les autres et tout. Parce qu'il y en a un qui est... Alors l'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas tomber, quoi. Parce qu'il y en a un qui est au bord pour pouvoir récupérer la planche tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de liche encore. Okay, et c'est comme ça que les uns et les autres, si tu veux, se forment. Après, il y a beaucoup de gens qui viennent de Tahiti, qui ont eu l'occasion d'aller à l'extérieur, notamment à Francis Cowen, hein, qui lui, donc, a ramené une planche qu'il va offrir donc, à Gilles le Boucher. Il y a Anne Lavondès, qui est une ethnologue, qui arrive donc de Hawaï, à qui on a offert une planche de surf. Et en fait, il les donne aux gamins, et ça commence comme ça, jusqu'au moment où ce petit groupe de surfeurs arrive à convaincre donc le père de Henere Luca, qui s'appelait Philippe Lucas, si ma mémoire est bonne, et tout, et qui avait un magasin d'import-export qui s'appelait les entreprises Lucas. Et là, ils vont arriver à le convaincre d'apporter deux planches de la marque Cutlass, hein, les grands baobabs et tout. Et après, c'est parti. Voilà. Et là, le surf moderne commence, mais c'est un petit groupe. Il y a un tout petit groupe et en fait, ils ont quelques planches et ils se le passent les uns les autres jusqu'à un moment où après, ça va commencer à évoluer. C'est qu'en fait, ils vont trouver que c'est un peu gros comme planche et tout et ils réfléchissent un peu quand même et tout. Et ils vont commencer à couper les planches pour les raccourcir. Et là, ils vont commencer à se lancer eux-mêmes dans le shaping pour pouvoir faire leur propre planche qui serait adaptée à leur vague et, comment dire, à leur façon de surfer. Alors ça, c'est le début du surf moderne en Polynésie. Dans les années 70, la conséquence, c'est que les surfeurs tahitiens vont dominer le surf national, ils vont dominer les compétitions. Alors, en fait, il y a une chronologie dans cette affaire. Au départ, ce petit groupe de pionniers du surf, hein, on va les appeler les tontons surfeurs, hein, par analogie à, je dirais, à l'émission de Thalassa qui avait fait un truc qui s'appelait comme ça pour les surfeurs français. Mais en fait, eux, ils suivent le même cheminement que les Tahitiens. Hein. Parce qu'il y avait Peter Biertel qui avait amené une planche pour aller faire du film, un film là-bas et tout. Et ben les autres, ils ont hérité de la planche. Ça s'est un peu passé comme ça. Bon. Et donc... en fait, ce qui va se passer, c'est que ces petits groupes, à un moment, vont vouloir se réunir et ils vont créer le premier club de surf en 1967 de Tahiti qu'ils vont appeler le Tahiti Surf Club. Et quand ils créent le Tahiti Surf Club, en fait, ils vont vouloir se mesurer les uns les autres. Donc, ils vont organiser de premières compétitions locales. Okay, et le premier champion de Tahiti, ce sera notamment le fils Le Boucher, Roland Le Boucher. Hein, c'est lui qui va l'emporter et tout. Et après,
pour pouvoir prétendre, après, ils veulent aller un peu au-delà. Et qu'est-ce qu'ils voient, eux? Eh ben, c'est Hawaï, ok, ou la France. Parce qu'il faut savoir aussi que tu as eu donc Svensson qui est venu et qui qui est le président d'un club renommé. Je crois que c'était alors il y a Win and Surf, enfin il manque quelque chose, il y a trois composantes et tout, qui lui, si tu veux, arrive pour faire un film, ok, et il a amené toute l'élite du surf mondial. Et c'est comme ça que, si tu veux, avec les surfeurs tahitiens, ils vont se réunir et tout, ils vont se rencontrer, et donc, si tu veux, d'où cette fameuse photo mythique où on voit, c'est cette photo là où on voit avec les grandes planches, où ils sont avec donc des surfeurs américains. Donc il y a une réelle volonté de la part de ce petit groupe qui a créé le Tahiti Surf Club de pouvoir accéder à l'international et d'aller notamment au Smirnoff chez les Hawaïens, et éventuellement d'aller faire des compétitions nationales. Mais pour pouvoir faire des compétitions nationales, ils sont obligés de se réunir dans un comité, je dirais, de surf riding, et pour ça, il faut 3 clubs. Et c'est comme ça qu'ils vont créer donc en plus le Tahapuna Surf Club et une AS Surf associée à Central Sport. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on envoie les premiers surfeurs tahitiens. Alors, une fois que tu as créé le comité, il y a beaucoup d'administration, comme d'habitude, ok. Une fois que tu as créé ce comité de surf riding, tu peux donc devenir adhérent. Tu t'affilies à la Fédération française de surf, qui te permet d'avoir licence et de participer au championnat de France. Et c'est comme ça que, en 1971, on décide d'envoyer un premier team, conduit notamment par Guy Lenoble, dit Poulot, d'accord, avec 3 Tahitiens. On est en 1971 et ils vont donc avec ces championnats de France. Dedans, il y a Henere Lucas, il y a Jean-Baptiste Agnéré et donc Eric Paufay. Et bien sûr, ils raflent tous les podiums. Pourquoi ils raflent tous les podiums? Parce qu'ils ont un surf... ils ont déjà un surf très rapide. Tu vois. Ils viennent avec leurs propres planches qu'ils ont customisées. Elles sont courtes. Okay. Mais surtout, ils viennent avec un leash. Ils ont créé le leash. Eric Paufay a créé le leash. Okay. Et donc, les Français voient arriver ce petit team et tout. Alors, ils ne savent pas trop qui ils sont et tout. Ils les voient avec des leashs. Les leashs, en fait, c'était donc une corde avec au bout, donc qui était percée. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de leash nulle part ailleurs. C'est en Polynésie qu'est né le leash. Non, mais si tu veux, je pense que c'est comme un peu partout dans le monde. Enfin, moi, de ce que je connais au niveau de l'histoire du leash, au niveau du leash tahitien, c'est que l'histoire que m'a raconté Léopold Athény, un jour, ils vont surfer à Papineau, et c'était assez fort, et en fait, ils perdaient leur planche. Et là, au bord, il y avait un vieux. Okay. Il y avait un vieux qui les regardait, et quand il sort, il dit « Mais pourquoi vous vous attachez pas à vos planches ?» Et il dit, regarde mon cochon, parce que tout le monde avait un cochon à l'époque. Okay. Il dit, toi, moi j'ai tressé du boulot pour en faire une corde. Et il y a le chinois, là, il vend des colliers de pieds de cochon. Et voilà, il est attaché par une patte. Ben pourquoi vous ne faites pas pareil? Et c'est comme ça que ça germe dans l'esprit des gars. Okay. Et c'est comme ça que, si tu veux, Eric Paufay, il en avait marre. Si tu veux, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés, même, si tu veux, d'avoir un quiver, parce qu'ils avaient toujours une planche cassée qui était réparée dans la semaine, pour en avoir une qui était disponible pour pouvoir surfer, toi. Bon. Et donc, Eric Paufay va penser à se dire, mais comment ne pas perdre la planche et tout? Donc, il imagine une corde. Alors, au départ, il n'a pas le collier de cochon. Alors, c'est un tissu qu'il met autour du pied. Puis ça évolue, ça s'améliore. Gilles Le Boucher, lui, va te raconter qu'en fait, il préfère pas, il n'aime pas le collier de cochon, il préfère pas prendre des vieux ballons de football parce que le cuir mouillé est plus doux que je dirais que le collier de cochon. Et c'est comme ça que, si tu veux, ils inventent le leash. Et tout le monde à Tahiti va adopter ce leash parce que le leash va permettre, si tu veux, de progresser en surf. C'est-à-dire qu'on ne risque plus rien. On peut être téméraire, on peut tenter l'impossible puisque tu vas pas perdre la planche. Avant, les mecs, ils flippaient, quoi. Ils disaient, ah, mais je vais pas perdre ma planche, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Quand ils arrivent, alors d'abord, ils vont aller à Hawaï avant d'aller en France. Okay. Et quand ils arrivent à Hawaï avec leur leash, okay.
Et les Hawaïens leur disent no leash. Bon, voilà, très bien. Quand ils arrivent en France, ok, eh ben, ils ont leur leash. Et donc en 1971, les Français voient, ils l'appellent le fil à la patte. Alors ils rigolent, ça les fait marrer, etc. et tout. Et il y a une réunion qui se tient au niveau de la Fédération française qui dit non, il n'y aura pas de compétition avec le leash. Le Tahitien dit on s'en fout, hein. On peut surfer sans leash, hein. Surtout sur vos plages avec du sable. Hein. Alors bon, on y va, hein. Ok, et tout, donc ils remportent tout. Et quand ils remontent sur Paris, Poulot rentre en contact avec Tahiti en disant que ils sont champions de France. Parce qu'à l'époque, le surf n'était pas prisé comme sport. Hein. C'était même un peu regardé comme un truc... Marginal. Ah, mais le jour où on est devenu champion de France, on s'est dit d'un point de vue politique, il y a des opportunités à tirer. Ah là, ils les ont pu regarder de la même façon. Okay, il y a eu des hommes de politique de l'époque, ils ont tout de suite compris quelle carte on pouvait jouer. La preuve, c'est qu'ils disent aux Tahitiens, vous retournez à Biarritz et vous faites les championnats d'Europe. Et quand les Tahitiens redescendent pour aller aux championnats d'Europe, là, ils voient que les Français ont tous un leash. Alors, notre ami Eric Paufay, qui a inventé le leash, il va à la chambre de commerce et d'industrie et il essaye de faire breveter son truc. Il tombe face, je dirais, à un mur d'administration dont nous seuls avons le secret, okay, et il lâche le coup. Et en fait, le leash, il sera breveté après par O'Neill. Alors, pendant cette période-là, les Tahitiens, ils vont truster les podiums en France. Alors, si on se base, si on va sur le site de la Fédération française de surf, il qualifie l'entrée des Tahitiens dans cette période de vague tahitienne. C'est-à-dire que pendant 14 ans, ils vont truster les titres, je dirais, nationaux, après même européens, et le premier champion du monde français de surf est tahitien, VTA David. C'était en 86 face à Kelly Slater. Alors, en finale, il va face à Nicky Wood. Okay. Kelly Slater s'est fait sortir donc dans les phases précédentes, mais pas forcément par VTA. D'accord. Alors, pendant des années, on participe au championnat de France, mais en 90, la fédération tahitienne, les surfeurs tahitiens ne sont plus à la fédération française parce qu'ils appartiennent dorénavant à la fédération tahitienne. Comment ça s'est passé, la séparation entre la fédération tahitienne et la fédération française? Il y a un élément qui est important, si tu veux, c'est de dire que pour pouvoir aller au championnat du monde dans cette fameuse équipe B dite Outre-mer, il fallait passer X qualificatives. Donc au bout d'un moment, ça devient un peu contraignant, quoi. On aimerait bien s'exonérer de ce genre de passage. C'est la politique qui prend le pas. Okay. Statut d'autonomie interne, donc on a des compétences, je dirais, nouvelles, et notamment parmi ces compétences en matière de sport, c'est-à-dire la possibilité d'ériger nos propres, fédérations indépendantes des fédérations françaises. Et sous l'impulsion donc de Napoléon Spitz, qu'on connaît bien, Central Sport, football, machin, etc., ancien ministre des Sports et tout, eh bien en fait il invite tous les anciennes ligues, comités et tout à se réunir en fédération. Donc, c'est la raison pour laquelle l'ancien comité de surf riding, donc dans les années 90, je crois, adopte donc les statuts de la fédération tahitienne de surf. Une fois que ces statuts ont été adoptés, il fallait un président. C'était Patrick Juventin, donc il y avait deux candidats, il y avait Patrick Juventin et il y avait Ralph Sanford. Donc Patrick Juventin emporte donc la main et il va au Japon pour aller plaider l'inscription de Tahiti à l'International Surfing Association. Là, il se retrouve face, au mur de la fédération française, qui, en fait, n'est pas du tout favorable à qu'il y ait, je dirais, ce genre de divorce, d'accord ? Mais au sein de l'ISA, de l'International Surfing Association, eh bien, il y a bien sûr le poids des Américains, des Australiens, qui est fondamental. Et c'est comme ça que Tahiti, si tu veux, rentre à l'International Surfing Association. Et 2 ans, plus ou moins plus tard, donc Patrick Juventin conduira donc un premier team Tahiti aux championnats du monde qui se tiennent au Japon, d'où, si tu veux, c'est là où Heifara Tautini donc l'emportera dans la catégorie reine, qui est celle de l'Open, au Japon. Alors, dans les années 80, les Tahitiens étaient une puissance dans le surf mondial. Aujourd'hui, nous avons baissé au classement des nations. Comment toi, tu expliques ce trou d'air?
Ben, d'abord, pour plusieurs raisons. Je crois que je dirais la première des raisons, c'est que au départ, l'International Surfing Association était réservée à des surfeurs amateurs. Et puis, lors du règne de Fernando Aguirre, qui est l'actuel président de l'International Surfing Association, celui qui a mis le surf aux Jeux Olympiques, en fait, il fait rentrer les pros, il fait rentrer les professionnels. Hein. C'est-à-dire que c'est plus de l'amateurisme. D'accord. Donc, si on fait rentrer les pros, ben, on se retrouve quand même face, je dirais, à des professionnels. Mais surtout aussi, c'est que c'est bien de s'ériger en fédération, mais encore faut-il avoir les moyens humains, logistiques, financiers, etc. pour pouvoir... et là, de ce côté-là, honnêtement, au niveau du surf, je veux dire, la fédération n'a pas été accompagnée. Hein. C'est-à-dire, accompagner, ça veut dire qu'il faut des moyens humains, c'est-à-dire il faut un nutritionniste, il faut des entraîneurs, il faut des conseillers techniques, il faut avoir de l'argent pour pouvoir transporter tous ces gens-là, leur permettre de s'entraîner dans d'autres conditions. Nous, on est vraiment encore au stade amateur. Hein. Ok. Alors, dans quelques semaines, il y aura l'épreuve de surf à Teahupo'o. Aujourd'hui, quelle place occupe Teahupo'o dans l'histoire du surf polynésien? Eh ben, en fait, je serais tenté de dire que en fait, il y a deux époques pour moi. Hein. Il y a l'époque du surf puriste, d'accord. Et après, qui nous amène à Teahupo'o. Et en fait, Teahupo'o, c'est une autre époque. C'est pas le surf pur. C'est quelle époque? Ben, à partir du moment... En fait, ça commence comme tel. C'est que, si tu veux, au niveau de la fédération tahitienne de surf, notamment conduite par Patrick Juventin, d'ordinaire, toutes nos compétitions, elles avaient lieu sur des beach breaks. Hein, alors qu'on avait un potentiel récif qui était important, mais on n'avait jamais on n'avait jamais franchi l'étape d'aller organiser une compétition sur un récif. Alors bien sûr, il y a eu des copains qui s'étaient réunis. Et il y a Tahapuna Master. Oui, mais la Tahapuna Master, c'est une compétition officielle qui s'inscrit, je dirais, sous l'égide de la Fédération tahitienne de surf. Il y avait eu des tentatives à Tahapuna, entre copains. On avait mis des drones, des machins, on se jugeait, on faisait des trucs. Voilà, Tahapuna, il l'avait appelé aussi Tahapuna Master et tout. Et puis, il y avait eu des tentatives aussi, si tu veux, à la Pointe des Pêcheurs et tout. Mais un jour, Patrick Juventin, qui me talonnait aussi, hein, puisque j'étais le secrétaire général de la Fédération tahitienne de surf, mais en même temps, j'étais le président du Tahapuna Surf Club. Il voulait cette compétition sur le récif. Mais vouloir, c'est une chose. Après, faire, c'est une autre chose. Et c'est là où on a travaillé ensemble pour mettre en place toute l'infrastructure nécessaire. C'est-à-dire qu'on a commandé un scaffolding à Singapour. Un scaffolding, c'est-à-dire mettre un édifice qui allait accueillir, les juges, qui n'est pas une trop grande emprise dans les vagues, voilà, avec un plancher, avec des tables et tout, même des étages, permettre donc à notre ami Gilles Lucot de pouvoir filmer du haut, etc. et tout, amener l'énergie. Hein, donc comment on allait amener l'énergie, donc on a recréé un petit stand à côté sur lequel on a mis un groupe électrogène avec le fil et puis on a mis un cache pour pas que ça fasse de bruit et tout. Il fallait amener les compétiteurs, donc j'ai été voir Jean-Christophe Buissou à l'époque qui était le numéro 2 du port autonome, il avait des barges, il m'a dit c'est super, ben justement on va pouvoir enfin les mettre en route et tout, grâce au port autonome, ils sont venus, ils nous ont tout haut les deux barges dans la passe qu'on a permis d'accompagner les visiteurs. On a réfléchi à énormément de choses, hein. Je suis rentré en contact avec Tahiti Tourisme, ils ont mis en place des ramassages de trucks pour les touristes dans les hôtels, on a loué un bateau à fond de verre qu'on a ancré dans la passe pour pouvoir accueillir les touristes pour pouvoir voir la compète. On l'a filmé, il y a eu énormément de choses, mais chose exceptionnelle aussi qu'on a faite immédiatement, c'est qu'on a travaillé avec Météo France pour instituer la waiting period, pour attendre les meilleures houles. Hein. Et c'est comme ça que la Tahapuna est sortie. Hein, de l'eau, je dois le dire. Et en fait, ça a été une réussite. Parce que là, ça a amené dans les vagues tout un ensemble de surfeurs qui ne pratiquaient pas sur les beach breaks. Parce que c'était leur jardin, là. On était dans le tube riding, le tube, tu vois. Et on a eu des compétitions exceptionnelles, avec des vagues exceptionnelles, parce qu'on avait Météo France qui nous disait, vous allez avoir telle amplitude de vague, telle direction, tel vent, machin, etc. et tout. Bon, après... Moi, j'en ai fait 3, hein, Après, tu repasses la main. Donc après, c'est mon ami Lionel Tehotou qui, lui, l'a jamais lâché. Ça fait 30 ans maintenant
faut le saluer, hein. Quel courage, hein, parce que je te dis pas l'organisation, parce qu'il y a le prize money, les assurances, voilà. Puis maintenant, on a de la chance, on a des vinis. Ouais, je me souviens, la première compète, on avait eu des vinis. On en avait 2, on les avait mis à disposition, on était en phase de lancement, tu vois. Mais quand on a ouvert sur le récif, ok, il y a mon ami donc Quito, hein, Olosé, bah, lui immédiatement il s'est dit, bah, ils font à Tapuna, et lui il connaissait Chiopo, il dit il faut shooter là-bas. Et bon, après vous connaissez la suite, il va donc créer donc la première compétition, la Black Pearl Horoué et tout, et voilà, et c'est parti. Mais là, à ce moment-là, pour répondre à ta question, en fait on a développé un produit Chiopo. Et il faut faire bien attention, moi c'est ce que je défends. On a eu l'occasion, si tu veux, d'en parler, c'est la nuit des temps, les temps immémoriaux. Le surf est là, c'est culturel, c'est inné, et il s'est développé jusqu'à aujourd'hui. Et puis tu as toute une fraction de gens qui continuent à surfer, ils vont sur d'autres sites, dans les îles et tout. C'est pas Chiopo. Hein, c'est, voilà, c'est... et Chiopo, en fait, pour moi, c'est devenu un produit. C'est un business. C'est un business aujourd'hui pour toi? Bah, quand tu vois la média... Mais bon, maintenant, c'est normal, parce qu'il y a des gens qui sont intelligents. Toi, bah, ils ont vu l'opportunité qu'il y avait, quoi. C'était une vague... c'est une vague exceptionnelle. Elle est sacrée vague olympique, si tu veux. C'est très bien. C'est très bien, comment dire, pour la Polynésie. Mais attention, je veux dire... Tout le monde ne surfe pas Chiopo, ok? Et même d'un point de vue touristique, faire la promotion de la vague de Chiopo, sauf si le gars il a une bonne assurance ou qu'il a écrit son testament, c'est pas à Chiopo qu'il va aller apprendre à surfer. Hein. Toi, donc Chiopo maintenant c'est, d'accord, sacrée vague olympique, c'est une vague d'exception, d'accord? Mais qui est réservée à une élite. Qui est réservé à une élite, ok? Et quand tu interviews tous les anciens, ils n'avaient jamais entendu parler de Chiopo de leur vie. Est-ce qu'on sait qui a surfé la première Oui, moi, quand j'étais jeune, j'entendais camions, j'entendais des tas de gens qui surfaient cette vague, ok? Voilà. Moi, j'y suis allé après avec la première fois avec Moana David, quand il a commencé à mettre, je dirais, en place son premier business surfeur et tout. Donc, on s'y est mis, on a surfé aussi et tout. Mais honnêtement, c'est quand même une vague d'exception, quoi. Hein. Oui, c'est comme si, subitement, tu te disais, tiens, je vais aller à Hawaï, je vais aller me taper Pipeline, quoi, hein, tu vois, ou Sunset, ou je sais pas quoi. Bon, ouais, mais les mecs qui sont à l'eau, ils connaissent la vague, hein. Et tu n'arrives pas avec ta petite planche sous le bras, tranquille, tiens, je me mets à l'eau. Tu vas à Waikiki, quoi. Hein. Alors, à ton avis, quelles seront les conséquences de l'organisation des JO à Teahupo'o? Bah honnêtement, j'en ai aucune idée. Hein. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. C'est pas... Comme je l'ai dit, moi je suis un puriste. Hein. En fait, je viens d'hier. Hein. Ok. Chiopo, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ma période. Hein. C'est comme si tu t'allais demander à Henry Lucas ce qu'il pense de Chiopo. Quoi. Toi, il va dire, bah nous, on a commencé avec des cutlass qui faisaient 14 pieds. Par contre, il te garantit qu'avec les cutlass de 14 pieds, ils n'auraient jamais pu prendre une vague à Chiopo. Hein. Donc, tu vois, ça veut dire que, à moins de vouloir se suicider et tout. Ben, les retombées, je ne sais pas, est-ce qu'on a la possibilité de vraiment s'exprimer ou est-ce que la parole, comment dire, est muette? C'est une vraie question. Non, mais parce Oui. que moi, oui, si j'ai la possibilité de m'exprimer sur le sujet, je vais m'exprimer sur le sujet. Hein? Exprimer là. Eh ben, on y va alors. En fait, moi, je pense que Tahiti a raté le pari surf. Il l'a raté et il l'a raté avant même Chiopo. D'accord. On a toute une côte est qui a été massacrée d'un point de vue environnemental, où il y avait des vagues super. Si on avait été un peu plus malin et qu'on avait été regarder ce que faisaient les gens à l'extérieur, à Kira, ou je sais pas où, et tout, fallait pas balancer les gros blocs de cailloux comme ils l'ont fait. Peut-être que ça a servi toutes les entreprises de BTP, hein? Ok, très bien. Mais ça a été jeté n'importe comment. Bilan des courses, il n'y a plus de vagues. La baie, hein? Ok. La ligne droite, comment on y accède? Tu sais pas. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste donc Orofara. Pourquoi? Parce que tu peux descendre par la crique.
De l'autre côté, elle était dans les cailloux, dans les bouts de bois, dans les machins et tout. Alors là, ils viennent de se réveiller, subitement, ils sortent des parkings de partout, des douches, alléluia et tout. Mais en fait, ce qu'il fallait faire, si on avait été malin, mais c'est pas irrattrapable. Il suffit de budgétiser, d'enlever tous les cailloux et de faire ce qu'il faut pour que la nature retrouve ses droits. Ce qu'il fallait faire, c'était balnéariser tout l'Est. C'est-à-dire à l'époque, donner des parkings, des douches, des accès, des magasins, permettre, comment dire, à des Airbnb de s'installer. Et là, tu pouvais vendre Tahiti destination surf. Là, les écoles de surf auraient pu se développer, comme ils le font à Bali, comme ils le font en France, comme ils le font à Hawaï. Donc en fait, comment on peut promouvoir Tahiti en destination surf d'un point de vue touristique? On peut pas. On peut pas puisque l'infrastructure est manquante. Il n'y a pas d'hôtel à côté. Ok? Il n'y a pas de douche. Tu manques de te casser la gueule, comment dire, dans les cailloux, tu peux te blesser. Et si on avait mis l'infrastructure, là, tu aurais pu inscrire l'Est comme je dirais, un passage obligé des compétitions internationales. Comme au Waikiki, où les gens ont accès aux vagues, Ouais, à la plage. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il fallait, c'est ce que j'appelle balnéariser. Ok? On ne l'a pas fait. Maintenant, on vend Cheopo. Oui, d'accord, mais le touriste moyen ne va pas avec sa planche pour aller se jeter à Cheopo, quoi. Mais par contre, s'il ne va pas à Cheopo, ben, il ne peut pas aller à l'Est, comme il ne peut pas aller plus, comment dire, à Papara. Bon, Papara, on ne va pas en parler. Hein, avec les curages, les machins et tout, ben, tu connais la suite. Hein. Voilà, donc en fait, moi, ma position, c'est que, premièrement, on a massacré nos vagues. Hein, les vagues de beach break, pour des raisons et des considérations. Hein, ben, on ne va pas s'exprimer sur le sujet, mais ce n'est pas irrattrapable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Simplement, on a payé des sociétés pour jeter des gros cailloux n'importe où, n'importe comment. Okay, on appelle, comment dire, une société d'ingénierie, d'études. Okay, ils réfléchissent à savoir comment on peut créer des piers qui vont s'avancer. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? Ils ont créé des piers. Hein, okay, et quand tu crées un pier, ça reconstitue la plage. Hein. Tu mets des hauts fonds, tu mets ce genre de choses. Là, tu enlèves tous ces trucs-là et tout, tu réfléchis, qu'est-ce qu'on fait et tout. Les plages vont se reconstituer, les accès vont se refaire et tout. Et puis derrière, tu mets tout un programme de développement, Airbnb, magasin, machin, etc. Et tout. Et là, tu as ton Ipanema ou ton Waikiki Beach. Dernière question, Jean-Christophe, puisqu'on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Quel regard portes-tu sur l'évolution du surf polynésien aujourd'hui? En fait, je pense que il faut le prendre plutôt à l'envers. En fait, le surf, en général, a fait un bond extraordinaire, dans lequel les Tahitiens ont su s'inscrire. C'est tout. C'est-à-dire qu'on est passé d'un surf aérial, etc. et tout. Et les Tahitiens, comme tous les surfeurs du monde, que ce soit les petits Brésiliens, que ce soit tous ces gens-là, ils se sont inscrits dedans. Donc ça veut dire qu'effectivement, le surf tahitien qui a suivi, je dirais, cette évolution, il est aussi d'un haut niveau, parce qu'il récupère la technologie des autres, tu vois. Il est facilité d'avoir des planches, on a des shapers, etc. Ils peuvent aller à l'extérieur. Il y a les médias. Okay, les médias, c'est de regarder. Ils regardent les films. Ils essayent de faire pareil. Toi. Et donc, si tu veux, je pense que le surf tahitien est, je dirais, en bonne santé. Il est en bonne santé, et cette bonne santé, elle a été développée notamment par les écoles de surf. Ça aussi, c'est un élément important. Avant, on apprenait par nous-mêmes. Hein, on partait un peu à l'aventure. Hein. Voilà. Tandis que maintenant, tu as des écoles de surf. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a une émergence incroyable du surf féminin. Parce que moi, quand je vais à l'eau, je suis entouré que de filles, quoi. Hein, de petites filles qui surfent excellemment bien, piquent toutes nos vagues et tout. Mais nous, à l'époque, quand on allait à l'eau, à part Patricia Rossi, Anne Lorcom et quelques autres, voilà. Enfin, je parle des filles qui étaient au Tapuna Surf Club avec moi, hein, toi. Ben, il n'y en avait pas, hein. Aujourd'hui, tu es plutôt optimiste? Oui, je suis optimiste parce que, si tu veux, moi, ma position, c'est de dire que, en fait, le surf, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, il est identitaire et il s'est inscrit de la même façon, au même titre que la danse, que la pirogue, que le tatouage et tout ce qui est associé, tu vois. Enfin, voilà. Et on peut surfer en plus 365 jours de l'année, sans risque.
Merci Jean-Christophe d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce podcast. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. À la réalisation, Jean Amarou, Thierry Ching au son, Alain Lansan à la préparation, Hiva Totti à l'habillage, Sandira Deroque et Isabelle Berthaud pour la cellule web. Vous pourrez retrouver ce podcast sur notre site internet en audio ou en vidéo, mais aussi sur la chaîne YouTube de Poésie la Première. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité.